Bonjour Anne-Laure, Bonjour Anne. Alors aujourd'hui, comment tu vas ce matin? ouais, je vais bien, merci. Et oui, donc je disais aujourd'hui, c'est toi qui vas m'interviewer. Hein, tu Tout à es fait. coach oratoire et tu Oui, accompagnes les personnes vers l'affirmation de soi. oui, tout à fait. Voilà. Je Et suis donc, ravie de t'interviewer aujourd'hui. Et moi, du coup, je vais te poser des questions à toi qui es thérapeute psychocorporel spécialisé auprès des professionnels de santé de la relation d'aide. ouais, tout à Ok? fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ton parcours, Anne-Laure, s'il te plaît? Oui, alors pour les personnes effectivement qui ne me connaissent pas, j'ai commencé en tant que sportive de haut niveau. J'étais ambassadrice d'un nouveau sport émergent, d'un sport de glisse qui s'appelle le kitesurf. Et je Mm. dirais que déjà, voilà, tout ce parcours de jeune sportif que j'étais m'a déjà vraiment mis très, très en relation avec mon corps parce que je crois que ce qui m'a vraiment aidé à faire des performances à cette époque-là, c'est parce que j'étais à l'aise dans mon corps, en fait. À l'aise dans mon corps et aussi, finalement, bien dans ma tête. Je pense que les deux sont indispensables. Et après, bon, il y avait aussi tout l'aspect kinesthésique qui est très fort, c'est-à-dire au niveau du ressenti des sens. Et, et donc, je dirais que finalement, après, dans ma reconversion, je me suis reconvertie en tant que massothérapeute. Donc, j'ai exercé en Suisse, sur Genève, pendant 10 ans en cabinet. Et là, je dirais que j'ai encore eu une autre relation à mon corps, une relation différente, qui était plus centrée sur le bien-être, sur vraiment prendre soin de soi et mieux connaître vraiment mon corps au niveau musculaire, au niveau, je dirais, aussi digestif, au niveau vraiment global. Donc vraiment comment prendre soin du corps. Et puis ensuite, je me suis formée donc à la méthode unifiée APESRA, qui est une méthode qui m'a vraiment donné les outils aussi pour cette fois-ci intégrer donc non seulement l'aspect émotionnel, énergétique aussi de ce qui se passe et aussi au niveau psychologique. Pour toi ou pour les autres, Alors, cette je dirais méthode? déjà pour moi, hein, parce que au début, quand je me suis reconvertie, je vais parler d'une autre reconversion en tant que thérapeute, après avoir donc été massothérapeute. Cette deuxième période de formation était déjà effectivement pour moi, pour mieux me connaître et plus seulement sur le côté corporel, Mm. mais également au niveau, je dirais, déjà beaucoup émotionnel. Ok. Euh, et ensuite me connaître comment moi je m'étais construite en tant qu'enfant, qu'est-ce qui m'avait Mm. impacté, qu'est-ce qui m'avait aidé aussi à me construire, dans quel environnement j'étais née et qu'est-ce qui faisait que j'étais la femme aujourd'hui avec mes forces et mes vulnérabilités aussi, quoi. D'accord. Ok. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes en tant que thérapeute avec notamment cette méthode. C'est une méthode qui fait partie de ton accompagnement, c'est ça? Voilà, aujourd'hui, tout à fait, quelles que soient les personnes que j'accompagne, c'est vraiment on appelle une méthode unifiée, c'est-à-dire déjà qui va ramener à l'unité en soi. Donc voilà, la personne Mm. aussi, elle va bénéficier de cet accompagnement qui sera à la fois corporel, mais aussi avec en tenant compte de justement ce que je disais, comment elle s'est construite au niveau psychologique, ce qu'elle vit aussi au niveau émotionnel. Et justement, on va voir Mm. que finalement, dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est le fait de vivre mieux la relation d'aide. Donc, qu'on soit soignant, qu'on soit thérapeute, Mm. qu'on soit aussi aidant, parce que quand on est aidant, on est aussi dans de la relation d'aide. Mm. Finalement, on va voir comment tout ça est tellement important, en fait. Pour... Mm. Ouais. Ok. J'allais justement te demander de quoi nous allons parler aujourd'hui. On va parler donc de la relation d'aide, hein, ça dans beaucoup de ces facettes et surtout des enjeux, de vraiment donc les enjeux, qu'est-ce qui se joue derrière cette relation d'aide. Et on peut dire Mm. que on peut avoir conscience de certaines choses, plus au niveau de ce qui est visible, mais il y a aussi ce qui est invisible.
dans la relation Hmm. d'aide. Et plus on a conscience de ce qui se joue derrière, Hmm. un peu, euh, oui, en arrière-plan, et plus on va être à même de nourrir une relation d'aide qui va être équilibrée, aussi bien pour Ok. la personne qu'on accompagne que pour soi. Qui va être équilibré dans le sens... comment est-ce que tu pourrais expliquer le mot équilibré? Une relation d'aide Équilibré, équilibrée, c'est quoi pour toi? équilibré, ça va être, ben, on va dire un peu une relation gagnante-gagnante, c'est-à-dire Ok. où chacun Hmm. s'épanouit, où chacun grandit, où Hmm. chacun repart avec quelque chose. Il y a comme un... Hmm. je vais Voilà, il y a vraiment, il y en a pas un qui repart, qui va mieux, Hmm. et l'autre qui est au fond du trou. Parce Ok. que finalement, Hmm. quand je dis ça, j'exagère pas, parce que c'est vraiment ce qui Hmm. se passe. Et d'ailleurs, si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que finalement, il y a beaucoup d'épuisement. Il y a un taux très important d'épuisement chez les professionnels de santé et globalement dans la relation d'aide. On est, voilà, 7 personnes sur 10 qui souffrent d'épuisement. En France? Ouais, Ouais. ouais, 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 ouais. Tu nous parles des soignants ou en général de tous les aidants? Oui, je vais dire, voilà, si on prend vraiment les personnes qui sont dans la relation d'aide, après on va le retrouver aussi dans d'autres secteurs D'accord. d'activité, hein, c'est quelque chose qui est aussi un sujet d'actualité dans d'autres domaines. Mais on va dire que, et on va comprendre pourquoi en fait, pourquoi il y a tellement d'épuisement. Et puis après aussi, ben, qui dit épuisement dit risque de burn-out. Donc D'accord. là, on a des taux aussi très élevés. Voilà, après, suivant les métiers, ça va être entre 30 et 50% des personnes Hmm. qui sont concernées par le risque de burn-out. Euh, Hmm. donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. D'accord. Ok. Donc en fait, une relation équilibrée, elle permet aussi d'éviter cette souffrance-là et d'éviter l'épuisement. Tout Hmm. à fait, Selon toi. Ok. oui. Oui. Pourquoi aujourd'hui tu nous parles des enjeux de la relation d'aide? Justement, pour déjà avoir mieux conscience de ce qui se trame, donc je vais parler voilà, de dynamique profonde dans cet espace Hmm. relationnel hein, entre l'accompagnant et l'accompagné. Donc vraiment donc les personnes qui vont écouter la vidéo, hein, elles puissent repartir justement avec plus de conscience de tiens, qu'est-ce Hmm. qui se joue dans cet espace relationnel. Euh, Hmm. et puis ça va être aussi ben, d'amener des pistes de réflexion sur mais tiens, finalement, comment je peux la faire évoluer. Euh, D'accord. qu'est-ce que je peux apporter de plus, de mieux à cette Hmm. relation d'aide et concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place. Voilà. D'accord. Ouais, Ok. Concrètement, comment je peux la faire évoluer pour qu'on soit gagnant-gagnant? Ok. tout à fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil pour ces personnes-là qui se sentiraient déjà épuisées dans la relation d'aide? Oui, oui, oui. Alors, je dirais que déjà, le premier conseil que je vais donner, c'est d'être alerte sur ses propres signaux. Voilà, qu'est-ce que m'envoie mon corps? Après, c'est aussi au niveau des humeurs, hein, mais on va dire quels sont mes signaux corporels? Qu'est-ce que je Hmm. constate de moi en toute honnêteté? Qui m'indique que quelque chose ne va pas. Parce que bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se leurre. On ne veut pas écouter nos propres signaux. En fait, on est tellement focalisé sur prendre soin des autres, sur ben non, il faut pas que je lâche mon équipe. Donc, en fait, on va sous-estimer, on va diminuer les signaux que nous envoie notre corps. Ou après, ça peut être ben, faire plus de cauchemars la nuit, avoir un sommeil vraiment perturbé, où on n'arrive pas à s'endormir le soir, où on se réveille très tôt le matin. Après, il y a des personnes, ben, plus ça va, plus elles sont stressées, plus elles sont épuisées, et plus elles vont avoir la boule au ventre, par exemple, pour aller travailler le matin. Euh, Ok. Donc, il y a des signaux de panique, d'angoisse, émotionnels, et des signaux au niveau du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres signaux possibles selon toi? Oui, 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 il y en a Il y en a plein. énormément. Il y en a Hmm. énormément. Par exemple, souvent des personnes me disaient, bah, quand arrive le vendredi soir, je me sens vidée, je me sens épuisée, j'ai plus de jus pour mon week-end. Hmm. Si c'est un Hmm. week-end où la personne ne travaille pas, par exemple. On va dire Ça veut qu'il y dire que la a personne a pris sur elle pendant toute la semaine, quoi. Hmm. tout à fait.
Il y a le fait aussi par rapport à ça, le fait que les jours de repos ne suffisent plus pour récupérer. Hmm, Donc il y a une ok, fatigue, il y a une lourdeur qui s'installe et effectivement, on se rend compte que cette lourdeur, elle a des impacts aussi bien au niveau physique que au niveau hmm, du moral, que au niveau émotionnel. Donc ça peut être aussi plus d'irritabilité. Donc voilà, on va dire qu'il y a énormément de signaux et je dis souvent aux ok. personnes, vous les avez, vous les connaissez, c'est vous, Hmm. vous êtes maître à bord, ces signaux, vous les avez. Donc, Ok, donc première étape, prendre en compte les signaux qui arrivent, qu'ils ouais. soient physiques, émotionnels, corporels. Deuxième Ouais. étape ou deuxième conseil, selon toi? Deuxième conseil, alors là, ce qu'on va faire finalement, c'est que on va aussi rentrer progressivement vraiment dans le vif du sujet. Souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau du cadre, euh, Hmm, au niveau du cadre de la relation d'aide, euh, hmm, bien souvent, c'était là où ça pouvait aussi déjà être impacté au niveau de la fatigue, c'est-à-dire des personnes qui vont faire plus d'heures que plus. ce qu'il ne Hmm, faudrait. Voilà. Donc au niveau, alors ça j'ai remarqué surtout chez les libéraux, mais voilà, c'est aussi le cas dans des établissements de santé ou médico-sociaux. Il y a vraiment bon, une surcharge de travail, hein, ça c'est sûr, mais aussi une tendance à faire plus. Voilà, et ça, déjà, ça fait partie du cadre. Par exemple, il y a des personnes aussi, ça je parlais peut-être plus pour les thérapeutes, où leurs accompagnés vont avoir le numéro. Voilà, donc c'est quand est-ce que vont avoir le numéro du thérapeute. ouais, de téléphone. Et Hmm, aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, c'est où est-ce que je mets la limite, quand est-ce que je réponds, quand est-ce que je réponds pas. Voilà, où hmm. s'arrête, où commence et où s'arrête la relation. Donc la première chose, ce serait de poser un cadre cohérent et auquel on se tient, Tout à fait. Ouais. d'accord? Que Le, ce soit en termes d'horaire de travail, de communication avec le patient ou... hmm, ouais, tout à fait. Plus le cadre va être clair, euh, hmm, et plus, plus justement, ça permet d'éviter les débordements en fait. hmm, Voilà. hmm, Une fois, on avait fait un calcul avec une personne que j'accompagnais. Bon, bah, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Finalement, bah elle oui. arrivait à une heure de travail Hmm, supplémentaire par jour. Et sur la semaine, voilà, c'était 7 heures, hmm. quoi. Donc, donc voilà. Ensuite, il y a le fait de prendre en compte finalement que cette relation, hein, donc on a vraiment un espace d'accompagnement euh, Hmm, où il y a l'autre, il y a moi, et entre deux, voilà, il y a cet espace relationnel dans lequel hmm, va se tisser la relation et il va y avoir ce qui sera visible et ce qui ne sera pas visible. Et bien souvent, on va accorder beaucoup d'importance, par exemple, à la communication. Voilà, la communication verbale. C'est, hmm, on va hmm. accorder beaucoup plus d'importance finalement que sans tenir compte de aussi tout l'aspect non verbal. Donc ça va être Donc là, l'aspect ouais. Le verbal. langage corporel, tu veux dire, ou les... Hmm, Tout à fait. Par exemple, par rapport au message verbal, hein, l'importance du message verbal, c'est 7% uniquement. hmm, Le reste de la communication se fait donc par le ton de la voix notamment et aussi par les expressions du visage, la posture, l'attitude générale. Et là aussi, c'est-à-dire que bien souvent, on va s'attacher à bien parler ou à parler avec bienveillance, mais si au niveau hmm, corporel, j'ai hmm, pas si mon ton de voix, mon attitude et ce que je dis n'est pas aligné, n'est pas en cohérence, la personne, hmm. elle va le sentir. C'est pour ça qu'on ne peut pas se Ouais, trahir finalement dans la relation d'aide et on peut imaginer que
voilà, une aide-soignante qui est fatiguée, qui a vécu même au niveau personnel, hein, quelque chose de difficile le matin. Je ne sais pas si elle s'est engueulée, par exemple, avec son ado et ensuite qu'elle vient prendre soin de quelqu'un. C'est pas évident de sourire, d'être poli ou voilà, d'avoir une attitude aussi empathique. Donc voilà, bien sûr que on va faire au mieux hein, avec qui on est, mais je dirais que il ne faut pas viser l'idéal. Parce que si on vise l'idéal, c'est là où justement on se coupe de tout ce qu'on est en tant qu'être humain, de tout ce que l'on ressent. Ok. Et donc, il vaut mieux Donc, tu es être en train de soi-même. dire que vaut mieux ne pas viser l'idéal pour rester, soit être intègre avec soi-même et donc avec l'autre, même si ce matin-là, on a vécu des choses un peu moins faciles, même si on est un peu plus fatigué. Tout à fait, ça sera peut-être juste de dire un mot. Oh, bah, ce matin, la journée a commencé, voilà, un peu Voilà. sur les chapeaux de roue. Donc, je serai peut-être pas autant attentive que j'ai l'habitude, Hmm, par exemple, tu vois. Enfin, des fois, hmm. ça peut être un petit mot comme ça qui permet de dire, ah ben voilà, j'arrive avec qui je suis. Voilà. Mais en tous les cas, là, l'idée, c'est vraiment de comprendre aussi que euh, tout l'aspect non verbal est très important dans la relation d'aide. Voilà. Et Et c- donc, il y a une manière de travailler cet aspect non-verbal selon toi? alors justement, c'est pour ça que je disais enfin, on peut tout de suite en parler, hein, mais c'est vrai que dans l'approche que je propose au niveau psychocorporel, le corps est au centre et on ne peut pas D'accord. en faire l'impasse. On ne peut pas faire l'impasse de se connaître au niveau corporel, de se connaître au Hmm, niveau de nos gestes, au niveau de nos attitudes, au niveau de nos d'accord. expressions. Et comment est-ce que je me connais? Bah, c'est pas dans le cadre de la relation d'aide, c'est Hmm, c'est dans un cadre d'accompagnement où il n'y a plus les enjeux de la relation d'aide et où je peux être 100% moi-même. Voilà. Et dans un espace d'accompagnement, que ce soit en individuel ou en groupe, hein, dans un travail de groupe, justement, l'accompagnement, les cas que moi je propose, le non-verbal est au centre. Alors, on a ok. aussi des temps d'expression hein, par la parole, mais je dirais dans la plupart des propositions ensuite au niveau corporel, Hmm, justement pour aller rencontrer, je disais 7% du verbal, hmm, ça va être de rencontrer allez, les 90 autres pourcents hmm, qu'on sous-estime. Et par exemple, on va mettre beaucoup d'énergie, par exemple, sur de la communication bienveillante. hmm. C'est important, bien sûr, mais comme je le disais, si au niveau corporel, ensuite, mon corps, il est tout crispé, il est tout tendu, et tu vois, j'ai les bras comme ça pour accueillir, j'exagère, hein, mais Mm, mm, mm. pas comme ça pour accueillir Ok. une personne. Bon, Donc, bah, ce que je voilà. comprends, c'est que finalement, la connaissance du corps via ta méthode et ta thérapie permet face au patient d'être d'être conscient en fait de ses gestes, de ses attitudes. Et ça a énormément d'impact sur la relation d'aide. Parce que finalement, les signaux corporels envoient beaucoup de choses aux patients. Et si on dit quelque chose, mais que notre corps dit autre chose, ça a de l'impact sur la relation qu'on a avec lui. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et Ok. en fait, justement, ce qui peut être source d'épuisement, ça va être d'être en Ben incohérence. oui. Voilà. Hmm. Et, et, et Et parce que je ne me connais pas moi-même aussi, je me rends pas compte que je suis toute tendue, que je suis toute crispée au moment d'aller voir Hmm. quelqu'un. Donc ça va être aussi, et là, cet apprentissage pour moi, il se fait pas quand je suis dans le contexte de la relation d'aide. Voilà, c'est pas l'endroit pour, Ok. voilà, pour Hmm. faire ce travail-là, quoi. Ça se fait dans Mhm. un autre contexte. Et Ok. notamment aussi, ce dont on peut parler, c'est toute l'importance du regard. Et ça, je pense que les personnes Hmm. qui nous écoutent ou qui regardent l'interview, elles comprennent complètement l'importance d'un regard. Quand je rentre dans la chambre d'un résident et que j'ai un simple échange de regard avec lui ou avec elle, bien souvent, les aides-soignantes ou les infirmières, elles comprennent tout de suite.
Tiens, dans quel état Hmm. est la personne? Comment elle se sent aujourd'hui? Des fois, il n'y a même pas besoin d'échanger ou pour rassurer quelqu'un. Rassurer quelqu'un, le simple fait de mettre sa main peut-être Hmm. sur sa main, d'avoir un échange de regards, des fois, on dit ça vaut 1000 mots en fait. Et tout ce D'accord. langage aussi, donc corporel, ce langage aussi du regard, justement, Hmm. euh, c'est important de pouvoir les prouver dans un cadre d'accompagnement. Ouais. D'accord. Donc soigner aussi ou prendre, commencer à faire attention et prendre soin de la qualité du regard, la fréquence des regards. Ok. Tout à Est-ce fait. qu'il y a autre chose dont tu veux parler par rapport à ces enjeux de la relation d'aide? Oui, bah en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer Ouais. de dire l'essentiel, hein, mais sinon, il y aura peut-être d'autres occasions d'interview pour parler peut-être plus en détail de ce sujet-là. Ce que je peux dire, c'est aussi souvent, on ne prend peut-être pas en considération le nombre d'informations qu'on reçoit Hmm. et le peu de capacité que le cerveau a de traiter cette information. Alors, je vais donner Mhm. un peu des chiffres pour que, on puisse avoir une petite idée, mais le cerveau, il reçoit jusqu'à 11 millions de bits d'informations par seconde. Donc, c'est énorme tout ce qu'il reçoit. Hmm. Par contre, il en traite 50 à 120 par seconde. Donc, juste pour dire que finalement, dans ce qu'on est capable de capter comme information et surtout dans le contexte de la relation d'aide, ça va être infime. Donc c'est ça aussi, des fois, il y a une... Entre Hmm. ce que moi je dis, ce que l'autre reçoit, ce que je crois qu'il a compris et que ce qu'il a vraiment capté, ce qu'il a pu recevoir aussi comme information, enfin, finalement, on se rend compte qu'on est vraiment dans des mondes parfois très différents et que c'est aussi... peut-être déjà avoir conscience de ça, hein, de ce fait-là. Euh, mais je dirais, peut-être ça amène une écoute qui est différente, de se dire, bah tiens, finalement, ce que j'ai dit, l'autre personne ne l'a peut-être pas compris. Il y a peut-être des Hmm. interprétations. Et donc souvent, il Hmm. y a des conflits aussi qui naissent d'interprétation. La personne a mal interprété ce que j'ai dit. Je sais pas, allez, prenons un exemple. Euh, une personne arrive vers un résident, je reprends l'exemple d'une infirmière ou d'une aide-soignante, l'aide-soignante qui pose le plateau de repas d'une certaine façon vers le résident. Peut-être que la façon dont elle a placé le repas, peut-être ce qu'elle lui a dit, euh, bon appétit ou quelque chose dans ce genre-là, mais peut-être que tout ça, ça va être interprété d'une façon par le résident, dire, ah, mais en fait, elle n'a pas pris soin de moi, voilà, ou elle a pas posé le plateau correctement, ou je ne sais pas, en fait, il y aura peut-être Ok. des Donc ce que tu es en train de interprétations chez dire, lui. c'est important d'être conscient du nombre d'informations comme ça qui nous arrivent constamment et du fait qu'on ne peut pas tous les traiter, et également du fait qu'on a des visions du monde très différentes et que par un simple geste, on peut parfois, malgré nous, choquer ou créer une confusion, un malentendu avec quelqu'un. Oui, voilà, merci. Je crois que t'as bien résumé. D'accord, Tout à fait. Et en PNL, pour les personnes qui connaissent la PNL, ils parlent beaucoup de ça, en fait. Voilà. d'accord. Ils parlent énormément de ce sujet-là, de justement comment on capte le monde avec nos propres filtres et comment on a chacun un peu nos lunettes. Voilà. On a chacun nos lunettes avec nos filtres. Euh, Hmm. et notre façon de voir le monde. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte parce que justement, tout ce qui se passe dans cette relation d'aide, hein, je reviens dans cet espace relationnel, c'est énorme. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Chacun, on va en prendre un petit bout, chacun, on va l'interpréter aussi à sa façon.
Et donc, bien souvent, ce qui pose problème, c'est que, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui étaient dans la relation d'aide, donc que ce soit thérapeute, soignante, euh, les coachs, et donc je vais dire aussi les aidants, ne sont pas supervisés, ne sont pas accompagnés. Bah, disons que c'est ce qui va aider justement à aller vers cette relation équilibrée. C'est que ensuite, quand on a un accompagnement, quand on se fait accompagner, je veux dire, on peut justement aller comprendre ses interprétations et ce qui a pu être source de conflit, par exemple. Ok. Donc, c'est avoir des espaces où on peut communiquer sur ce qui s'est passé, sur ses doutes, sur le fait qu'avec peut-être un patient, on n'y arrive pas, c'est moins fluide, il réagit toujours bizarrement. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Ok. Et bien souvent, on va dire que les personnes repartent chez elles avec voilà, leur sac à dos, avec les Hmm, problèmes, avec les conflits non résolus de la journée. Il y a des choses hmm. voilà, qui se sont passées, qui ont été, qui ont amené de la frustration, de l'incompréhension. Et bien souvent, les personnes repartent avec ça chez elles, dans leur vie privée, à la maison, le soir avec leurs enfants ou avec le mari. Euh, et donc, c'est cette accumulation aussi de conflits non résolus, de situations d'incompréhension, qui va faire que sur la longueur, ça s'accumule et ça finit par voilà, créer tous les symptômes dont on a parlé D'accord. en Donc, début faire de attention conversation. à notre communication, à ce qui se passe dans les mots et dans l'absence de mots et le résoudre en supervision. Ok. Ça fait, ouais. Mm, mm. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, ben, j'aurais plein de choses à dire. Je vais peut-être maintenant évoquer le fait que finalement, dans la relation d'aide, s'il y a du toucher, s'il y a du contact, euh, ça va accentuer certaines dynamiques au niveau relationnel. C'est-à-dire que bien souvent, on va parler d'une forme de maternage qui est apportée par la soignante, surtout si c'est une femme, parce que justement, elle joue ce rôle de la Hmm. bonne mère, de la mère qui est protectrice, qui sécurise, qui réconforte. Et donc ça aussi, ça peut être aidant pour la personne, justement, la soignante, de réaliser qu'elle joue ce rôle-là. Voilà, qu'elle joue ce Hmm. rôle de la bonne mère, que peut-être le patient ou le résident n'a pas eu. Voilà. Est-ce que, alors, j'essaye de comprendre ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu es en train de me dire que toucher le patient, c'est parfois lui donner cet amour un peu que la maman, c'est revenir à cet amour, à cet attachement de la maman, qui n'a pas toujours été suffisamment bon. Et donc, c'est important dans les enjeux de la relation d'aide de comprendre que si on est une femme, on a aussi ce rôle, on a ce rôle à jouer. Et donc, peut-être il y a un intérêt à aller de nouveau toucher si on le faisait pas ou apprendre à toucher le patient. Est-ce que c'est ça? Complètement, complètement, Anne. En fait, donc je dirais que déjà le travers, ça peut être de vouloir être la mère parfaite, hein. Bah oui. Ah Ça, ouais. ça va être le travers des fois d'en faire trop, hein, ce que je disais, d'en faire Hmm. trop, de pas amener la personne justement vers son chemin d'autonomie, mais d'aller vers de l'infantilisation, c'est-à-dire, ben voilà, moi je veux le garder petit, je veux le garder bébé, je veux continuer de m'en occuper et donc pas de l'amener vers un développement Hmm. de ses ressources. Donc effectivement, ça peut être déjà un Hmm. travers de jouer ce rôle de la bonne mère, hein, donc c'est trouver sa Hmm. juste posture. Et pour justement rester simplement la mère suffisamment bonne, réconfortante, sécurisante, ça va être important aussi d'avoir des espaces où justement on peut éprouver ce toucher relationnel, où on peut le recevoir soi-même, où on peut l'expérimenter de différentes façons. Donc effectivement que dans l'accompagnement, ça va être important que
la personne. Je dirais, si c'est un coach qui n'a pas cette dimension du toucher relationnel dans son accompagnement, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Mais pour une personne qui, tout au long de la journée, va mobiliser les personnes, va les toucher, va les aider, on n'est pas que dans un acte technique, en fait. Ok. Hmm. Voilà, on est Avoir aussi conscience de ça. Hmm. tout à fait, Conscience du fait qu'on touche, c'est pas rien. C'est complètement. ça? Hmm. Oui, oui, oui. De Et, comment je vais la ouais. toucher, la personne, Comment je vais la toucher? comment je vais la Quels sont... regarder aussi, hein, Hmm. ça va de pair. Euh, Hmm. et justement, d'aller vers cette, euh, enfin, humanisation de la relation, elle est déjà là en fait, hein. Je ne vais pas dire qu'elle est pas là. Hmm. Mais c'est vrai que des fois, ce qui se passe aussi, hein, ça va être avec la surcharge de travail, le fait que bah, faut faire vite, vite, vite. Et puis il y a aussi beaucoup de charges administratives en parallèle. Donc ce qui fait que ce temps-là, vraiment relationnel de qualité, il a été diminué bien souvent dans les accompagnements, surtout dans les établissements de santé. Oui. Euh, Ça peut arriver aussi, bien sûr, chez les personnes qui sont libérales, mais voilà, des fois, elles arrivent un petit peu mieux à s'organiser et quand même à accorder ce temps de qualité qui, des fois, n'a pas besoin d'être très long, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin que ça prenne 10 minutes, hein. Des fois, un simple toucher, mais voilà, il est rassurant, il est Ok. réconfortant, ça va suffire. Ok. Donc, soi-même, peut-être se faire toucher aussi en dehors, en tant qu'aidant, et puis avoir conscience que la qualité de notre toucher et notre regard qui touche, moi je dis souvent que le regard touche, a énormément d'impact sur le patient. Ok. Oui, oui, oui. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Laure? Je vais terminer juste avec un point, c'est évoquer bah, ce fameux triangle de Karpman, hein, que sûrement les personnes qui sont avec nous là connaissent, hein, elles en ont sûrement entendu parler. Donc Tu vraiment peux tout. l'expliquer peut-être juste le résumé? Hmm. Oui, oui, oui. Alors en fait, quand on parle du triangle de Karpman, c'est vraiment en fait un jeu de rôle entre trois rôles principaux, c'est-à-dire le rôle du sauveur, de la victime et du bourreau. Et Hmm. bien souvent, les personnes qui sont dans la relation d'aide, elles vont être quand même, en grande majorité, la plupart du temps, dans le rôle du sauveur, voilà, ou de la On sauveuse. se demande pourquoi. On se demande pourquoi, complètement. Après, on a toujours les trois rôles, hein. On les fait toujours les trois. On n'est pas cantonné à être seulement dans un rôle, mais on va dire qu'il y en a toujours un qui va être peut-être plus prépondérant que les deux autres. Et alors, ce que je peux dire déjà, c'est que le sauveur ou la sauveuse n'existe que parce qu'il y a une victime. Voilà. Hmm. Et que plus justement je vais être dans cette infantilisation, hein, dont je parlais tout à l'heure, et plus justement je conforte la victime dans sa position qui, elle, est persuadée qu'elle ne peut pas s'en À faire sortir toute seul. seule. Voilà. Hmm. Donc la victime, bien souvent, est dans cette posture où elle se sous-estime, elle pense elle a pas suffisamment de ressources pour retrouver une certaine forme d'autonomie. Elle va se conforter un petit peu voilà, dans une position assez basse, diminuée. Peut-être il va y avoir beaucoup d'autocritique, de jugement sur elle, de dévalorisation aussi sur elle, euh, Hmm. et de plainte. Voilà, c'est une personne aussi qui peut souvent se plaindre, dire que voilà, c'est de la faute de l'extérieur, mais elle se dédouane finalement aussi de sa propre puissance. Donc, Ok, ce que je dans... comprends, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne nous parles pas d'une victime au sens de la personne qui a vraiment eu le bras dans le plâtre ou quoi, mais du patient qui endosse un rôle assez souvent, assez fréquemment, assez intensément de victime, de fausse victime, dans le sens où on va se critiquer, on va s'autocritiquer, se diminuer, alors que on a totalement les ressources pour faire face à la situation. C'est ça? Oui, 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 oui. Après, là, effectivement, on parle du contexte de la relation d'aide, mais
c'est vrai que ça va se rejouer dans la vie de tous les jours, hein. C'est, je crois que on doit être aller à 75% du temps, on est dans un des trois rôles. Mm, Donc, mm, mm. voilà, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Donc finalement, en tous les cas, dans le contexte de l'accompagnement, ça va être de redonner la puissance à justement la personne qui se dévalorise, hein. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi quitter soi-même son Le rôle rôle de sauveur. de Ok. sauveur. C'est-à-dire accepter que finalement je ne suis pas indispensable, c'est-à-dire que l'autre peut se passer Mm, de moi, hein, et que moi-même je vais devoir aussi ben, mm. gérer peut-être mes frustrations de d'avoir cette compulsion à aller aider l'autre, à lui venir en aide. Et parfois, on se rend compte que même si l'autre n'a pas demandé de l'aide, hein, ça va être... Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on devient dans un rôle, voilà, qu'on évolue préférentiellement dans le rôle de sauveur? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller dans cette compulsion d'aider, tu sais? Alors bien souvent, ça naît dans l'enfance. Voilà, ça prend racine dans l'enfance, hein, dans moi je parle souvent de ce terreau dans lequel on a grandi, dans ce qui a pu se passer, par Mm, exemple, s'il y avait un petit frère ou une petite sœur malade, mm. ou si la maman ou le papa était malade aussi. Voilà, il y avait peut-être déjà dans le contexte de D'accord. l'enfance quelqu'un dont il fallait déjà prendre soin. Mm, Et parfois, bon, bah, on va dire pour s'assurer sa propre survie, hein, si maman mm, n'est plus là pour s'occuper de moi, bon, bah, moi, je n'existe plus, quoi. Donc mm. voilà, Ok. il y avait, voilà. Donc c'est vraiment des schémas. Alors ça, encore une fois, c'est souvent des choses qu'on va pouvoir mettre en lumière, hein, qu'on va pouvoir identifier et puis accompagner dans le contexte d'un accompagnement, souvent en individuel, Mm, pour aller comprendre justement où a pris racine ces différents rôles. mm. Donc bon, écoute, je m'étalerai pas plus sur Est-ce que ce tu... sujet-là Ouais, merci beaucoup. qui est Est-ce que vraiment tu veux nous passionnant. parler de ce que tu proposes, du coup? De ce que tu proposes à titre individuel? Oui, oui, oui. Donc effectivement, en fait, là, je vais boucler la boucle, c'est-à-dire Ouais. que je vais revenir vraiment sur cet axe central pour moi qui est le corps, qui est d'être en connexion avec son propre corps. Et Mm, pour moi, c'est la chose vraiment la plus importante. Donc finalement, que ce soit en accompagnement individuel ou en groupe, ou après quand j'interviens dans des établissements de santé, ça va être de nourrir cette connexion à ce propre corps. Parce que ok. de cette façon-là, déjà, je vais pouvoir être à l'écoute de mes signaux, de mes Mm, propres besoins. Et donc, du coup, je vais éviter de me mettre en mode surchauffe, mm, tirer sur la corde, et donc, du coup, de prendre soin de moi. Donc ça, vraiment, tout l'accompagnement, il va être aussi sur comment nourrir cette connexion avec son propre corps. mm, Je dirais que ça va être la base, retrouver de la vitalité, retrouver de la confiance en soi, revaloriser aussi ses compétences, hein, qui je suis, parce qu'on peut être très bien une soignante et mm, être dans un mode un peu victime, c'est-à-dire qu'on mm, croit qu'on n'est pas capable, on va se mm, comparer aux autres. mm. Donc ça va être vraiment D'accord. voilà, d'accompagner chaque personne dans sa singularité aussi, voilà, même si Mm. on est dans un travail en groupe, c'est aussi un accompagnement Ah, individuel. c'est en groupe ou c'est en individuel? Je pensais que j'avais entendu que c'était en individuel. Alors les deux, je propose aussi des ateliers en ligne, euh, D'accord. 2 fois par mois, voilà, des ateliers de groupe. Et puis après, l'accompagnement en individuel, il peut être en ligne, il peut être en présentiel, voilà, tout Ok. dépend où habite la personne. On arrive sur la fin. Quel est le mot de la fin pour toi, alors? Qu'as-tu envie de nous partager de plus? Oui, je dirais que surtout, voilà, cette relation d'aide, elle est vraiment très riche, très complexe. Il Mm, se
beaucoup de choses. Et donc, ce que je vais inviter les personnes, hein, c'est vraiment à demander de l'aide. Voilà, dès qu'elles sentent Mm. que ça va pas, demander de l'aide, parce que souvent, c'est le premier pas qui est difficile, euh, Mm. qu'on sous-estime. Et ça, je dirais, voilà, c'est la première des choses, c'est aller solliciter de l'aide. Et justement, quand on est dans ce rôle du sauveur, ça va être d'autant plus compliqué. Donc, ne pas se leurrer soi-même, être en honnêteté avec soi et se dire, Mm. reconnaître ses propres limites. Voilà, Ok. vraiment reconnaître ses propres limites et d'aller demander de l'aide à une personne pour se faire Mm. accompagner. Et du coup, justement, pour aller plus loin avec toi, comment on s'y prend? Alors, ce que je peux vous proposer déjà, c'est de télécharger un petit e-book que j'ai écrit sur justement le rôle de la sauveuse. Et en téléchargeant déjà cet e-book, vous aurez d'autres informations, donc soit que vous avez entendu là dans l'interview, soit qui vont compléter aussi ce que vous Mm. connaissez déjà. Et puis à partir de là, ben, pas hésiter aussi à me contacter pour prendre un premier rendez-vous qui est offert. Et ensuite, on, D'accord. on mettra en Comment place on peut... un suivi qui soit adapté Mm. au parcours aussi bien professionnel que ce qui se passe aussi dans la vie privée. Comment on peut télécharger l'e-book? Alors, il y aura le lien sous la vidéo. Voilà. Et pour prendre rendez-vous avec toi, c'est pareil, tu nous mettras le lien ou le numéro? Ouais. Oui, Ok. pareil, je vais mettre un petit lien aussi pour prendre le premier rendez-vous qui est offert. Merci, Merci beaucoup, Anne-Laure. À très merci, bientôt. Merci. merci, merci. Mhm.